On continue sur un sujet non moins évidemment passionnant et crucial, qui est celui évidemment à la fois des nouvelles technologies, du numérique. On l'a évoqué à plusieurs reprises, y compris dans la table ronde précédente. On a souhaité commencer par demander au SNITEM de nous faire et à William Roland de nous faire un aperçu objectif, pour autant qu'on puisse être objectif. Enfin, sur ce sujet, c'est peut-être plus facile que sur le financement, de nous faire un aperçu, un état des lieux en quelque sorte. Et puis après, on démarre la table ronde. Donc, on vous écoute, William. Bonjour à tous, merci de nous donner cette audience. Le SNITEM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le syndicat national de l'industrie des technologies médicales. Donc tout ce qui n'est pas du médicament, donc du dispositif médical. Nous regroupons presque 400 industriels de ce secteur qui en France est composé majoritairement de PME, donc un énorme vivier pour l'innovation. Alors, pour cette rapide introduction, des généralités. Loin de moi l'idée de vous noyer dans des termes extrêmement techniques, sachant que le numérique en santé, on tombe vite sur des sujets abstraits, voire très arides pour vous, spécialistes des sciences humaines. Alors, j'ai l'habitude de commencer par une définition. Qu'est-ce que sont les technologies appliquées au monde de la santé ? Eh bien, elles sont définies comme l'utilisation des outils de production, de transmission, de gestion et de partage d'informations numérisées au bénéfice des pratiques tant médicales que médico-sociales. Je rappelle toujours que les nouvelles technologies, elles ne sont pas un traitement. Elles ne sont pas un traitement, elles sont des moyens pour mieux prendre en charge, pour mieux soigner. J'ai entendu que certains d'entre vous étaient en pleine expérimentation, on parle beaucoup de télémédecine, même si on a du mal à faire sortir un petit peu le sujet de la télémédecine, il n'en reste pas moins que les industriels, les nouvelles technologies, doivent vous proposer des moyens efficients, efficaces. J'aimerais bien faire avancer la présentation, parce que j'avais mis quelques chiffres. Vous l'avez, la présentation? Non. Oui, oui. Moi, je l'ai. Vous l'avez ou pas? Non. Vous devez la voir. Isabelle et... Non. Alors, dans un encadré, j'avais fait le rappel de quelques chiffres qui, je pense, nous aideront à répondre un petit peu à la question doit-on craindre ou non cette déferlante de technologies pour le colloque singulier. Le marché mondial des objets connectés santé est estimé à 146 milliards d'euros à horizon 2020. Les domaines principaux, ce sera la télésurveillance, le bien-être et la prévention. Ensuite, en France, le marché de l'e-santé est estimé à 2,5 milliards d'euros par an. Enfin, un Français sur deux a déjà eu recours à un service de santé en ligne. Je pense que ces chiffres colossaux nous aideront à répondre si oui ou non on doit craindre ce numérique. En tout cas, étant donné les chiffres, peut-être bien qu'on n'aura pas le choix. Ensuite, cet apport des nouvelles technologies, eh bien, il génère de profonds changements organisationnels. Ces changements organisationnels, ils sont dus au fait qu'aujourd'hui, on libère l'information de son support physique. Je vous l'ai dit, je vais livrer des généralités. Les industriels ont souvent pour habitude de noyer leurs interlocuteurs experts des sciences humaines dans beaucoup trop de techniques. Donc j'essaie un petit peu de partir de très haut. L'information libérée de son support physique, le partage, le stockage et l'archivage des informations. Vous avez l'habitude de stocker, d'archiver, mais de partager avec une rapidité d'échange qui nous est offerte aujourd'hui avec les réseaux, ça c'est peut-être un petit peu plus nouveau. Et enfin, pour vous qui êtes des experts, des spécialistes du protocole ou du processus, aujourd'hui, on va dématérialiser ces processus. Et je peux vous assurer que pour un industriel qui doit comprendre vos métiers, qui doit comprendre votre organisation, de porter un processus, un protocole qui est matériel, qui est fait d'actions, d'un échange avec un patient, et bien de le porter dans une solution ou un logiciel, c'est pas si simple que ça. Alors après, qu'est-ce qu'il est important de signaler ? C'est cette relation que l'on entretient entre l'univers des sciences humaines et l'écosystème du numérique. A priori, un ingénieur technique n'est pas médecin et vice-versa, quoique j'ai souvent croisé
des professionnels de santé qui avaient une double formation. Et c'est bien utile, croyez-moi. Donc, il convient quand même de rappeler que le professionnel de santé, il fait de la médecine. Il ne fait pas de l'ingénierie, il ne fait pas de l'informatique. Donc, face à ça, les industriels se doivent d'apporter la démonstration que les nouvelles technologies apportent des bénéfices et accélèrent et permettent de mieux soigner et de mieux prendre en charge. Enfin, pour favoriser l'adhésion à toutes ces nouvelles technologies, le travail des industriels, c'est aussi de produire des solutions efficaces, fiables, efficientes et pratiques à l'usage. Comme on dit en anglais, user-friendly. C'est vrai que depuis ces 15 dernières années, où on a vu, je prends pour exemple tous les programmes de modernisation des systèmes de santé, le dossier patient intra-hospitalier, etc., les premières tentatives des éditeurs de logiciels, des professionnels de la dématérialisation, n'ont pas toujours été très glorieuses. Donc, favoriser une approche cognitive permettant une ergonomie des solutions pour une bonne adhésion, d'une part des professionnels de santé, mais aussi d'autre part des patients. Donc en encadré, j'avais donné un chiffre qui tendait à expliquer un peu ce qu'était l'innovation en e-santé, avec plus de 500 PME en France qui travaillent sur ces sujets, alors qui sont composés de grands groupes, qui ont des cellules dédiées à l'innovation, mais qui sont aussi beaucoup composés de start-up. Et nous, au SNITEM, on voit beaucoup de start-up, en effet, qui ont plein d'idées, des bonnes et des mauvaises. Donc c'est vraiment un vivier. La France est un vivier extrêmement dynamique pour ce qui est de l'innovation en santé. Ensuite, j'avais intitulé ma slide « Pour un bon usage des nouvelles technologies par les professionnels de santé ». Alors, bien évidemment, vous avez un cursus scientifique, vous êtes des spécialistes des sciences humaines. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes confrontés dans ce colloque singulier à des patients qui deviennent experts, à des patients qui sont des geeks, à des patients qui sont abreuvés de technologies. Il n'y a qu'à voir le niveau moyen des dépenses annuelles dans les dispositifs techniques et électroniques aujourd'hui de la population. Donc vous, professionnels de santé, vous n'êtes pas forcément formés lors de votre cursus. Vous le faites sur le tas. Ensuite, quand vous avez en face de vous un patient expert, éventuellement, il faudrait que vous auriez un niveau de connaissance au moins égal au sien. Donc aujourd'hui, quels sont les canaux de communication, les canaux de formation pour avoir cette connaissance? Encore une fois, je répète, on a beau traiter du médical, de la santé, de la médecine, mais on est sur des outils technologiques. Ensuite, cet apport de nouvelles technologies, il modifie la relation que vous avez géographique avec vos patients. Alors on pense au sujet des déserts médicaux, mais il n'en reste pas moins que quand vous recevez des emails entrants avec des photos, comme le disait le spécialiste en dermatologie, vous prenez la technologie comme elle vient et vous vous retrouvez avec un patient qui vous sollicite. Est-ce que c'est une bonne chose ? Et ensuite, cette nouvelle technologie, elle doit faire en sorte que le patient devienne acteur de son parcours de soins. Il faut de responsabilité. Le patient vient vous demander si telle ou telle application est efficace, est-ce qu'elle est fiable, est-ce que ces données vont être sécurisées. Il ne faut pas non plus que le patient attende tout de vous. Il faut aussi qu'il soit responsable. Il faut que quand il utilise une application, éventuellement, il ait signé un consentement qui lui explique ce à quoi il s'engage. Et puis enfin, pour finir sur cette introduction, j'avais conçu une slide avec une partie des exemples de... Pour la dernière, je pense qu'on va y aller. Vos slides sont en train d'arriver. On l'a retrouvé. La technologie nous aurait-elle trahi? Pour le SNITEM, c'est pas mal. Alors vous savez, globalement, l'informatique, ça marche jamais. Ayant travaillé dans des cabinets libéraux sur des spécialités, j'ai souvent eu à faire des dépannages sur l'informatique. Mais bon, je ne dirais pas du mal des grands opérateurs du hardware et des softwares qui font quand même globalement les bonnes choses et en tout cas appliquées au domaine de la santé. Donc dans cette slide, j'avais un petit peu mis quelques exemples de fonctions qui aujourd'hui avaient démarré grâce aux nouvelles technologies, en qualité de prise de rendez-vous, de l'interprétation des ECG, l'imagerie médicale,
avec les RIS et les PACS, donc la dématérialisation des clichés, l'observance patient, l'aide à la prescription, à la distanciation également. Et puis demain, j'avais fait un petit parallèle avec demain, ce que l'on souhaiterait voir émerger très rapidement, eh bien, il y a la télésurveillance par exemple, la télémédecine aujourd'hui, elle est bâtie sur de la technologie, sur des sujets extrêmement arides, tels que le réseau par exemple, tels que le partage de la donnée, Voilà, tels que l'hébergement de la donnée. Oui. C'est fini. Voilà. Et puis demain, eh bien, on attend avec impatience notre DMP. Et moi qui discute très souvent quand même avec des industriels qui fournissent des solutions pour vous, spécialistes professionnels de santé, on aimerait voir naître un formulaire de spécialité par spécialité, de façon à ce que le patient puisse retrouver non pas des généralités sur son dossier patient, mais puisse trouver l'état du traitement, la solution générée, les données générées par la solution technologique dans son DMP. Donc l'idée, ce serait qu'un médecin il puisse lancer un formulaire de la spécialité en question, dermatologie, toutes les spécialités, et qu'on puisse retrouver chacune des données, des métadonnées, dans des champs bien structurés, que l'on puisse bien exploiter toutes ces données. Merci. Est-ce qu'à vos yeux, il y a des risques quand même? Parce que vous représentez les fabricants de matériel, mais est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'il y a des risques importants sur les données de santé, sur l'intelligence artificielle qui va supprimer des spécialités médicales? Ou est-ce que tout ça peut être contrôlé, organisé? Alors, moi j'ai un prisme extrêmement industriel. Donc je travaille au SNITEM dans un monde de technologie, d'ingénierie. D'expérience de ces 15 dernières années que j'ai passées un peu dans les cabinets libéraux et dans les hôpitaux, dans notre outil de soins, le risque global aujourd'hui, c'est que l'industrie réponde mal aux besoins exprimés. Et on en parlait tout à l'heure avec le docteur Lucas. C'est vrai qu'en rédigeant et réfléchissant sur ce sujet, je me suis dit, mais bon sang, quel est le lien entre le producteur, entre l'opérateur de la solution technologique et vous qui voyez des patients à longueur de journée? On n'a pas réellement un lien, une expression de besoin. Vous avez une expression de besoin, on doit y répondre. Ce sont aux industriels d'adapter la technologie à vos besoins et pas le contraire. Ce que l'on a vu au début des technologies. Donc un des risques majeurs, c'est ça. C'est ça, c'est que la réponse soit mauvaise. Il y a un second risque qui est plus lié à des aspects, je dirais, un petit peu plus techniques de fiabilité de la nouvelle technologie. Je la présenterai en deux grands thèmes. Vous avez la fiabilité fonctionnelle. Est-ce que le processus dématérialisé, il va être fiable? Est-ce qu'il va vraiment répondre à votre besoin? Est-ce qu'on va mieux soigner avec cette application? Et puis après, vous avez la fiabilité technique. Et puis ça, vous connaissez le sujet aussi bien que moi, puisque vous êtes exposé à ces risques. Est-ce que toutes les données que génèrent ces processus dématérialisés sont bien protégées? Est-ce que lorsqu'elles sont transportées, elles sont sécurisées? Lorsqu'on a commencé à héberger les données de santé, on les cryptait juste au stockage et à l'archivage. Et puis on a très rapidement demandé à les crypter du départ de la donnée jusqu'au stockage et à l'archivage. Donc ça soulève quand même des questions qui sont des sujets extrêmement arides, qui sont des sujets technologiques, mais auxquels vous êtes soumis dans votre cabinet. Je fais référence aux quelques cabinets qui ont été piratés sur les données, parce que, encore une fois, vos métiers, ce n'est pas de penser à la sécurisation de vos données, c'est à en générer des données avec un patient. Donc il y a ce type de risque que l'on voit arriver. Alors, bien entendu, il y a des réponses technologiques, mais encore une fois, il faut qu'elles soient adaptées à vos besoins. Merci. Voilà. C'est une bonne conclusion.